Banana Fish, ou la fureur de vivre en animé ou manga. Dans la continuité de mes séries de vidéos Patreon j'ai décidé de faire beaucoup plus des animés, ces animés ou parfois même des adaptations de manga en général. Je sais pas, la fièvre m'a un peu pris en ce moment de refaire les trucs. Petite recherche un peu dernièrement après plus tôt, j'avais fait terminer, je me suis dit, qu'est-ce que je peux encore chercher à regarder qui puisse être intéressant. Et je me suis souvenu d'un manga que un de mes amis, qui je pense même il est même plus calé en manga que moi, qui s'appelle Charles, connaît, nous a demandé de me parler il y a de cela 8 ans. C'était ce manga-là qui s'appelait Banana Fish. Il était tellement excité à l'époque de voir qu'il y aurait une adaptation. Je pense qu'on est dans les années 2017-2018, qu'il y aurait une adaptation animée de ce manga-là. Il m'a dit, il était tellement excité de voir qu'il y aurait une adaptation animée. Ce manga refait par Akimi Yoshida. C'est une femme d'ailleurs. Et dans mes recherches et tout, je me suis encore retombé sur ça. J'ai dit, ouais, mais c'était le manga que Charles me parlait. J'ai dit, je vais finalement voir l'animé en fait. Et je me suis posé. J'ai pris le temps un peu de le regarder toute cette semaine. Bon, pas parcimonie en faisant mes vidéos. Quand je faisais ces vidéos, je refinissais au moins 2 à 3 épisodes puisque c'est 24 épisodes un peu. Et je me suis dit, ok, je vais le regarder. Et quelle fut ma surprise, je lisais un peu aussi le manga, mais de long en large. J'ai pas forcément détaillé le manga en profondeur, mais je le lisais quand même aussi entre temps un peu pour pouvoir voir un peu les différences entre l'animé et tout. Et à la fin de l'animé, je me suis dit, ça va faire encore partie de ces, il va faire partie encore de ce genre d'animé qui sont excessivement bien, excessivement géniaux, mais dont le grand public ne connaîtra pas. C'est un peu comme ça va encore se ranger par les trucs comme Pluto, etc. qui sont très populaires en manga. C'est-à-dire Banana Fish, il est très populaire en manga. Il a eu énormément de succès à son époque quand il est sorti. Je crois qu'il est sorti en 1985, la première année. Ça a continué de 1985 jusqu'à 1914. Ça a eu un énorme succès. Et mais quand ils ont des adaptations animées, même s'ils sont excessivement bien faits, ils n'arrivent pas à retranscrire la popularité qu'ils ont eu dans le manga. Donc, ce qui fait que ça va encore entrer dans les animés underrated que j'ai l'habitude de regarder et qui méritent d'être beaucoup plus connus. D'où ma volonté d'avoir créé cette page pour pouvoir populariser un peu ce genre de trucs, parce que moi, j'aime populariser des perles rares. Et Banana Fish, entre là-dedans, Banana Fish, ça parle de quoi? C'est un peu cette histoire particulière entre Ash. Excusez-moi, on a un peu une histoire à New York d'un Ash Lynx, 17 ans, qui est un génie du combat et un chef de gang charismatique. Derrière son sang-froid, il cache un passé brisé. Enfant, il a été exploité et façonné par le puissant mafieux Dino Golzin qui veut toujours le contrôler. Un jour, Ash entend une phrase mystérieuse répétée par son frère revenu traumatisé de la guerre d'Irak. Banana Fish. Ces mots semblaient liés à une drogue secrète capable de détruire l'esprit humain, une arme politique et criminelle. Enquêtant sur ce mystère, Ash croise Eiji Okumura, un jeune photographe japonais doux, sincère, à l'opposé total du monde violent d'Ash. Entre eux naît un lien profond, rare, presque lumineux dans un univers de corruption, mafia, trafic humain et manipulation gouvernementale. Mais plus Ash s'approche de la vérité sur Banana Fish, plus il devient une cible. La lutte n'est plus seulement criminelle, elle devient personnelle, émotionnelle et existentielle. Plus ou moins un peu le synopsis de ça et truc. Et en regardant un peu la créatrice du manga qu'il a fait, Akimi Yoshida, tout, et plus ou moins les interviews qu'elle a posées, quand tu vois le personnage, quand tu regardes l'histoire, quand tu regardes plus ou moins un peu la manière dont elle est sous-josée, la première, comme je l'ai dit au début de la vidéo, la première chose qui te vient à l'esprit, c'est Rebel Without a Cause, la fureur de vivre de Nicolas Ray. Parce que c'est clairement l'influence. On voit la jaquette rouge avec le truc de James Dean, la jaquette rouge à la James Dean avec le jean, le même un peu rapport, un peu
la dualité un peu entre Ash et Eiji qui peut rappeler un peu le personnage, comment il s'appelle le personnage encore de James Dean, c'est Jim et Plateau, la relation entre Jim et Plateau, un peu comme vous pouvez le voir un peu apparaître sur vos écrans là. C'est clairement un peu l'influence sur tout ce qu'on peut voir un peu dans une jeunesse un peu rebelle, un peu plus ou moins. Et pour le look un peu du personnage aussi, Akimi Yoshida, elle avait une fascination, une obsession même un peu morbide un peu pour River Phoenix. Pour les Genzi qui ne savent pas qui est ce gars là, je crois que vous connaissez Joaquin Phoenix qui a joué dans Joker, etc. et tous les films là. Et ben Joaquin Phoenix, avant il avait un grand frère, celui que je considère vraiment pour moi une grosse perte pour le cinéma. Même quand il est mort très jeune, il est mort à 23 ans si je me souviens bien, et tout. Joaquin Phoenix, il avait un frère qui s'appelait River Phoenix, et River Phoenix était pour moi, je dis souvent, si River Phoenix était vivant, Leonardo DiCaprio ne serait pas à la dimension qu'il c'est. Et d'ailleurs même c'est l'idole aussi de Leonardo DiCaprio. C'est pour moi, il était pour moi un peu le James Dean des années 80-90. Déjà, même quand tu le voyais dans un film comme Stand By Me, dont Banana Fish aussi s'inspire énormément. Le personnage que jouait River Phoenix, l'actrice Chris Chambers, si je me souviens, le personnage que la relation même du Chris Chambers avec le narrateur un peu. Et tu peux rappeler aussi la relation entre H et Eiji, ça fait partie des influences aussi fondamentales. River Phoenix est un devait être une immense icône aussi du cinéma, mais il est mort très tôt. Et Akimi Yoshida, la créatrice du manga, et tout, dans le look, dans les trucs, même quand il porte les lunettes là, tu peux voir même cette photo dans les interviews, un peu comme là, la photo de River Phoenix qui est derrière elle et autres et tout. Il y avait une fascination un peu morbide pour le mec, et ça se ressent un peu sur la manière dont elle a designé un peu son personnage principal et tout. Dans cette adaptation qui est vraiment assez géniale, hein, parce que c'est un peu un shoujo. Les shoujo, généralement, ce sont des trucs créés, des mangas créés par des femmes qui ont toujours des thèmes un peu beaucoup plus sur les relations, sur les trucs. Mais ce shoujo un peu a cassé le code puisque il y a du polar, il y a un peu du contexte politique. Il y a un contexte politique, des machinations. Je trouve même que le manga, d'ailleurs, même si je l'ai pas fini plus ou moins et tout, développe beaucoup plus le côté politique et le côté comment on appelle ça, conspiration un peu, beaucoup plus un peu que l'animé qui développe beaucoup plus où ce thème là est beaucoup plus en, comment on appelle ça, elle est beaucoup plus en fond. Mais ce qui est beaucoup plus mis en avant, c'est justement la relation entre Ash et Eiji qui sont de deux mondes différents. L'un qui est dans un monde où il s'est tout le temps fait, depuis le bas âge, tout le temps fait exploiter. Je parle de Ash bien sûr. Tout le temps exploité, tout le temps fait violer même. Ça peut être très morbide un peu, hein, les viols qu'il a subis, les abus sexuels qu'il a vu et comment il a pu survivre dans ce monde très violent, et Eiji qui vient un peu d'un monde beaucoup plus banal, bourgeois et tout, et cette relation un peu particulière puisque le personnage de Eiji représente un peu comment on appelle ça, la pureté que Ash ne voit pas dans le monde dans lequel il vit. Très similaire à des films comme Stand By Me, parce que Stand By Me, bon, je reviens encore sur Stand By Me, c'est Rebel Without a Cause, mais des années 80, hein, c'est le même film, hein. Et d'ailleurs, même encore, pour les négros, le Rebel Without a Cause ou Stand By Me, les négros américains, afro-américains, c'était Boy in the Hood. Je ne suis pas en train de faire des théories, des analyses comme ça. C'était une intuition déjà quand j'étais petit de me rendre compte que ces films-là sont très similaires. Et John Singleton lui-même l'a dit, quand vous voyez même le début de Stand By Me et le début de Boy in the Hood, c'est à peu près le même début, le truc avec les gamins, c'est à peu près la même chose, c'est à peu près la même histoire.
la même histoire et autres et tout. Et Banana Fish, un peu, pour revenir à Banana Fish, un peu, moi j'ai beaucoup aimé ça. Même l'adaptation animée est beaucoup plus focalisée, vous risquez de me répéter là, elle est beaucoup plus focalisée sur la relation entre Ash et Eiji. Elle a été adaptée par Hiroko Utsumi, quelqu'un que je connais pas beaucoup. Et tout, dans ses travaux, c'est pas quelqu'un que je sais exactement, même ses travaux, c'est très obscur un peu par rapport un peu à ça. Et s'il a écrit je vous parle un peu l'animé, c'est-à-dire l'animé, le screenplay de l'animé a été écrit par Hiroshi Seko. Hiroshi Seko qui a participé justement souvent à le screenplay de Attaque des Titans, et surtout c'est le gars qui fait le screenplay de Vinland Saga. J'essaierai de faire un sujet sur Vinland Saga aussi là, parce que ça là aussi c'est quelque chose de génial aussi et tout. D'ailleurs, même pour faire un peu une aparté, je trouve que les gens qui avaient détesté la saison 2, franchement, vous êtes des cochons. On peut pas vous donner du caviar, parce que franchement, les gens qui ont détesté la saison 2, je n'ai rien compris. Surtout même moi, comme moi je suis très loin sur le manga, et je sais de quoi le manga, parce que le manga des Suite et la guerre, c'est pas un manga qui fait la promotion de ce que vous avez vu à la saison 1. Je comprends pas les gars qui se sont énervés sur la saison 2, on donne pas de cochon, on donne pas du caviar au cochon, ils comprennent pas ce que c'est, sans vouloir être snob. Et voilà, hein, moi j'ai beaucoup aimé ce manga, la Banana Fish. J'ai beaucoup aimé cet animé là. J'ai beaucoup aimé la dimension un peu truc. Ça m'a rappelé vraiment les films comme... Ça m'a rappelé Rebel et Without a Cause, ce truc. Et spoiler un peu, si vous n'avez pas vu le manga, si vous n'avez pas vu l'animé, allez le regarder, parce que là ce sera un spoil un peu pour vous. Moi, je ne trouve pas que la fin de Banana Fish soit mauvaise. C'est-à-dire, pas mauvaise, mais triste. Parce que ce genre de personnage-là, quand on écrit ce genre de personnage-là, ça ne peut pas finir avec une fin où il arrive à vivre avec Eiji. Ça peut que finir avec une mort. D'ailleurs, même l'autrice du manga disait que elle pouvait pas concevoir un peu laisser le personnage en vie et tout. Déjà qu'elle avait été marquée par la mort de River Phoenix, qui avait été si prématurée, et elle avait un rapport un peu comment on appelle ça, un rapport un peu assez fasciné, de fascination un peu avec, moi-même souvent j'ai un peu avec ce genre de personnages qui sont pleins de vie, pleins d'énergie, pleins de trucs et tout, et qui meurent très jeunes, comme l'a été James Dean, comme l'a été River Phoenix, ou bien même un peu dans la scène hip-hop, un peu comme quand tu as vu un peu un mec comme un peu Tupac ou quelque chose comme ça. Et quand tu revois comment elle écrit ce genre de personnage là, et comment ce genre de personnage est écrit, c'est pas des personnages qui ont que tu dois laisser en vie pour faire un happy ending. Ça sonne pour moi creux. Pas un happy ending, mais oui, un happy ending si vous voulez, mais ça sonne creux pour moi. Ce genre de personnage doit toujours mourir. Et surtout que le personnage est aussi controversé, puisqu'il y a beaucoup de morts qu'il a fait, il a beaucoup d'innocents qu'il a tués aussi, ce personnage. Je dis pas qu'il est mauvais, mais il est complexe. Il est complexe par rapport à son truc de survie qu'il a dû faire. Et le personnage, pour moi, la mort est quelque part une libération un peu pour le truc. Parce que souvent, j'ai vu, oh non, c'est une fin triste, il est mort. Moi, je trouve que c'est une fin tragique. C'est une fin tragique, certes, parce que c'est tragique de mourir jeune, parce que le personnage a 17 ans. Mais il y a des personnes dont on ne peut pas donner un happy ending. Et bon, parler un peu de ma vie personnelle, tout. C'est comme un peu quand je pense à mon grand frère un peu. Je me rappelle un peu sa personne. Mon grand frère un peu comme ce genre de personnages là que je vois là, les bananes, qu'on voit un peu dans Banana Fish ou dans Rebel Without a Cause. Il était un peu comme ça. Il était un peu comme ça dans sa personnalité. Et je sais que mon grand frère n'aurait pas pu vivre au-delà de 22 ans. Déjà par la maladie qu'il avait, qui était la drépanocytose, et la drépanocytose, c'est pas quelque chose, un drépanocytaire n'est pas quelqu'un qui vit longtemps, mais aussi dans l'énergie et le truc qu'il avait, c'est pas quelqu'un qui aurait pu dépasser les 22, 25 ans et tout. Souvent, ce genre de personnage meurt très vite.
parce que elle broie la vie rapidement, elle consomme la vie avec une telle fougue et avec un tel truc que les voir vivre, mourir à 60 ans, 70 ans, c'est c'est très rare. C'est très rare. Donc je trouve que la fin, elle est tellement juste. C'est comme un peu moi, par exemple dans The Departed, spoiler encore si vous n'avez pas vu, que le personnage de Leonardo DiCaprio ne meurt pas à la fin, ça n'a pas le même impact en fait. Ou bien même encore si tu veux dans Titanic, le personnage de Jack, ça n'a pas de sens s'il meurt, il reste en vie. C'est justement la beauté du film résout sur le fait que c'est un personnage plein de vie et autres et tout qui devient une figure tragique à la fin, et c'est comme ça que ça marche en fait. Et justement c'est ça qui rend l'animé et le manga Banana Fish de très grande facture un peu. C'est vraiment un shoujo différent. C'est vraiment un shoujo qui a cassé les codes, parce que généralement les shoujo n'arrivaient pas à mettre d'autres genres un peu que le drame, que le thriller, que le polar, que le côté politique, comme il a pour le ouais, elle a vraiment beaucoup cassé les codes comme ça, et c'est vraiment quelque chose que je vous recommande fortement, hein. Vraiment Banana Fish, c'est une des meilleures œuvres jamais faites dans les années 80-90, et son adaptation animée, elle est excessivement génial, et tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous ne connaissez pas le manga, si vous ne connaissez pas l'anime, n'hésitez pas à le regarder, n'hésitez pas aussi à vous le procurer. C'est totalement un bijou. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.